mais je voudrais tirer un petit coup de chapeau à mes 3 camarades de jeu qui sont là et qui ont un point commun, c'est que ce sont tous les 3 des gens courageux. Olivier Marleix, parce que depuis le début, il s'occupe de ce sujet et qu'il la poursuit de façon assez novatrice ces derniers temps et très courageux, je dois dire, puisqu'il met en question la responsabilité des plus hautes autorités de l'État sur cette affaire. Et c'est vrai qu'il y a des compromissions assez étonnantes dans ce qui s'est passé autour d'Alstom. Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent sur le dos de travailleurs qui aujourd'hui n'ont plus leur travail. Et en saccageant par ailleurs l'intérêt stratégique de la France, parce que notre ami Frédéric Pierucci vient de rappeler l'importance des centrales nucléaires, mais il y a aussi les centrales nucléaires sur le porte-avions et sur les sous-marins nucléaires qui sont faites par Alstom et qui sont passées sous le contrôle des États-Unis. Courage aussi du côté de mon ami Miard, parce que Jacques a toujours été un combattant de la souveraineté et de l'indépendance nationale. C'est pour ça qu'on siégeait ensemble, avec Olivier d'ailleurs, dans la même formation, qui à l'époque elle était encore gaulliste. Et un mot aussi pour dire à Frédéric Pierucci, que j'ai rencontré pendant que je faisais ce rapport sur l'extraterritorialité, le sujet que j'avais lancé en 2014-15. Il était entre ces 2 passages dans les prisons américaines. À l'époque, il ne voulait pas qu'on utilise son témoignage dans le rapport, donc on a respecté sa volonté. Mais j'ai vu très tôt ce qui se passait quand un individu savait, mais quand un être humain est pris dans une affaire d'État de ce type, où sont en jeu des centaines et des centaines de millions de dollars et des intérêts stratégiques, la vie de quelqu'un ne pèse pas lourd, y compris lorsqu'il s'agit d'obtenir son transfèrement. Il s'en souvient, Frédéric. Certains de ses amis, on s'était beaucoup agité pour qu'il puisse être transféré pendant sa détention. Ça n'avait jamais marché. Voilà. Alors, moi, j'ai fait ce rapport en 2016. J'ai initié cette affaire parce que j'étais à l'époque membre de la Commission des affaires étrangères. J'ai fait des études aux États-Unis. Je suis même docteur en droit de l'université de Harvard. J'ai été très longtemps considéré en France comme quasiment un espion de la CIA. C'est vrai. Parce que j'avais été aux États-Unis, que j'avais fait des études là-bas, qu'à une certaine période de la guerre froide, il m'était apparu que l'alliance avec les États-Unis était dans l'intérêt de la France. Et pour toutes ces bonnes raisons, on m'avait naturellement catalogué dans le camp des atlantistes, comme on dit en France. Et au fil des années, naturellement, les choses ont évolué. Et lors de cette dernière mandature à l'Assemblée nationale, j'ai vu arriver toute une série de textes totalement invraisemblables et qui passaient comme des lettres à la poste. L'un exigeant, par exemple, que le contribuable français transfère 60 millions de dollars au Trésor américain pour financer les dommages subis par les ayants droit des victimes de l'Holocauste transportées pendant l'occupation par la SNCF. Il est normal de compenser les victimes de l'Holocauste, et il y avait un fonds en France pour le faire. Mais aux États-Unis, on a considéré que ce n'était pas assez, et pour empêcher la SNCF de concourir à un certain nombre de marchés publics sur des trains aux États-Unis, on lui a raccroché l'étiquette d'entreprise de collaborationniste. Et donc toute une série d'actions en justice ont été lancées jusqu'à ce que Laurent Fabius abdique et signe une convention à laquelle on a donné 60 millions pour, comme disait la convention, acheter une paix juridique durable. Alors moi, je suis un peu avocat, encore une fois, docteur de la faculté de droit de Harvard, connaissant un petit peu la séparation des pouvoirs aux États-Unis. J'ai dit, comment vous achetez une paix juridique durable? Au nom de quoi, même un accord diplomatique va empêcher quiconque d'ester en justice aux États-Unis. En plus, cet accord, il avait comme autre caractéristique de considérer que la République française était continuateur de l'État de Vichy. Et donc, il nous mettait au rang des pays vaincus,
comme la République fédérale d'Allemagne, alors que nous étions théoriquement du côté des vainqueurs. Nous avons obtenu de M. Fabius qu'on veuille bien modifier l'intitulé de la Convention, mais il n'a pas voulu retirer la Convention. Je vous raconte cette histoire parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de ce genre. Miard était là, d'ailleurs, avec moi. À chaque fois, je hurlais. Une autre sur une convention fiscale qui fait que, effectivement, voilà, FATCA, n'importe qui, tout d'un coup, se voit appelé par sa banque, BNP ou autre, non, plus de carte de crédit, plus de compte. Pourquoi? Parce que vous êtes considéré comme un US person. Et si vous ne donnez pas tout, nous, on ferme le compte. Voilà, on ferme le compte. Donc les banques françaises ferment leur compte à ceux qui sont nés aux États-Unis. Puis après, il y a eu d'autres choses, jusqu'à la fameuse amende de la BNP qui, elle, m'a amené à écrire au président de l'Assemblée nationale. Et donc, on a initié cet exercice au cours duquel on a découvert un véritable mur juridique impressionnant, extrêmement touffu, très, très difficile à préciser, même pour les avocats les plus performants. On a énormément travaillé. Et donc, ce rapport, en effet, a fait date. Et c'est une des choses dans ma vie parlementaire dont je suis assez fier. Donc, ce que j'ai fait tout récemment, parce que ce rapport, il a quand même déjà 2 ans et demi, j'ai fait un texte assez long qui va sortir le mois prochain dans une revue qui s'appelle Politique internationale et qui est la mise à jour de ce qui s'est passé, en gros, depuis 2016 sur ce front, sachant que c'est comme au Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose au Capitole, et il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'imagination des parlementaires américains amène à de nouvelles règles assez incroyables. Donc je commence ce nouveau papier, mais je n'aurai pas le temps cet après-midi de vous en donner le compte-rendu total, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Juste vous donner, peut-être commencer par 2 citations. La première est extraite du Larousse, et elle va, je pense, faire sourire ma voisine. Impérialisme, 2 points. Domination culturelle, économique, militaire, etc., d'un État au groupe d'États sur un autre État au groupe d'États. Ce que nous vivons avec le droit américain, c'est une forme évidente d'impérialisme, une forme évidente de domination. Ensuite, je vais vous faire état d'une deuxième citation qui, elle, est de l'actuel ministre de l'économie et des finances, un excellent collègue à nous, n'est-ce pas, oui, Jacques et Olivier, dans une interview au Figaro du 28 mars 2019, donc à 2 mois des élections européennes. Il y a un moment où on commençait un peu à parler de souveraineté européenne, entre guillemets, etc. Et voilà ce que disait Bruno Le Maire à ce moment-là. Nous refusons toutes les mesures d'extraterritorialité de nos partenaires américains, comme d'autres. Nous nous donnons systématiquement les moyens d'y répondre sans délai. En quelques mois à peine, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons créé un instrument pour financer de manière indépendante des opérations commerciales avec l'Iran. Nous souhaitons également contrer le Cloud Act. Il n'est pas acceptable qu'une administration américaine puisse récupérer auprès des opérateurs de stockage les données de n'importe quelle entreprise française ou européenne au nom des intérêts supérieurs américains, sans même que l'entreprise concernée soit alertée. Je ferai rapidement des propositions au Premier ministre et au Président de la République sur la base du rapport du député Raphaël Gauvain, qu'on attendait cet après-midi. Ouais. Je souhaite également le renforcement de la loi de blocage de 68 et la conclusion d'un accord global entre l'Union européenne et les États-Unis. Que l'on parle de la Chine ou des États-Unis, nous vivons un moment de bascule historique. Notre souveraineté politique dépend de notre souveraineté technologique. La France refuse de subir. Avec l'Europe, elle veut être leader. Eh ben voilà. Si vous voulez, moi je suis très content de voir ça. C'est une très très belle déclaration. Il y a juste un petit problème, c'est que cette déclaration, comme beaucoup d'autres annonces du même type, sont totalement sans effet. Et qu'en face, on voit au contraire, à mesure que ces annonces se multiplient, un rouleau compresseur normatif américain se dérouler imperturbablement sur les Européens, au point qu'on a l'impression, en fait, et c'est ce qui a été dit précédemment par le témoignage de Jacques quand il était aux affaires juridiques du Quai, il y a eu un moment où l'Europe essayait de réagir, mais là on ne réagit plus du tout.
C'est pour ça que mon article s'intitule « Impérialisme juridique américain et capitulation européenne ». On est dans une espèce de capitulation préemptive permanente. On n'ose même plus bouger parce que les choses se sont très fortement accélérées ces dernières années. Et je crois qu'il importe, pour comprendre ce qui nous arrive, peut-être de remettre ça à l'intérieur des grandes tendances, des mouvements historiques qui se produisent autour de nous. Et au fond, en étant très rapide, on peut les résumer à deux tendances lourdes. La première, c'est la transformation d'un certain ordre libéral ordonné autour d'un certain nombre de règles qui était celui de l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec des institutions, des règles du jeu. Cet ordre-là est en train d'être remplacé par le retour au protectionnisme, au nationalisme et à la compétition à outrance. En raison des États-Unis, certainement, mais pas que. Beaucoup des États-Unis, mais pas que. Et donc, cet ordre-là est en train de voler en éclats avec un affaiblissement corrélatif de toutes les organisations internationales chargées notamment de la liberté du commerce ou des relations politiques. La deuxième chose qui est en train de se produire, c'est qu'on est en train de rentrer dans une bagarre de proportions planétaires entre les États-Unis et la Chine. Et ce choc bipolaire va nous occuper une bonne partie du XXIe siècle. Et c'est à l'intérieur de cela que l'utilisation de la loi américaine comme arme commerciale dans le but de défendre les intérêts politiques stratégiques américains est absolument vitale, avec le risque que peu à peu on assiste non pas à une zone de résistance en Europe, mais au contraire à un déclassement qui fasse de l'Europe le champ de bataille de l'affrontement entre les Américains et les Chinois. Et nous soyons pris en tenaille entre ces deux forces, entre deux systèmes d'ailleurs juridiques, qui essayent chacun d'imposer leurs normes. On le voit bien autour du téléphone. Cette affaire de la 5G, elle est tout à fait importante, parce qu'on voit bien que, pas seulement intérêt commerciaux à court terme, c'est toute la composante de l'énergie, de l'industrie, des normes qui vont être déterminées entre deux blocs. Et l'Europe n'est plus acteur, est en train de cesser d'être acteur et devient un champ de bataille. C'est donc extrêmement grave ce qui se passe. Bon, sur la mécanique de ce qui nous arrive, beaucoup a été dit, donc je vais être bref. Un, c'est vrai, le système n'est pas récent. Je ne suis pas remonté, moi, à la guerre du Brésil de 1826, mais simplement à la déclaration d'un certain John Connally. John Connally était ministre du Trésor américain en 1965, et il a dit ceci à l'époque aux dirigeants français: le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Et cette phrase clé avait entraîné, comme vous le savez, à l'époque, les réactions du général de Gaulle, qui était le dernier d'ailleurs, battu vraiment contre le dollar. Il y avait eu plusieurs affaires dont a parlé Jacques Miard, donc je vais être très très rapide, mais pour ne prendre par exemple que Helms-Burton, dans l'affaire Helms-Burton, il y avait eu des résistances, notamment de la part de Maggie Thatcher, et ça avait entraîné, figurez-vous, un accord entre le commissaire européen de l'époque, qui était un Anglais, Leon Brittan, et l'ambassadeur américain à Bruxelles, qui s'appelle Stuart Egenstadt, et on avait conclu un accord devant la levée de boucliers en Europe, la saisie de l'OMC, la mise en place d'une directive de blocage, une liste d'entreprises américaines qui allaient être ciblées par les Européens. On avait fait tout ça. Et le résultat, c'est que les Américains ont dit « OK, on fait une exception, Cuba ». On a maintenu les sanctions sur l'Iran et la Libye, à l'époque, mais Cuba, on avait pu sortir Cuba, ce qui avait permis d'ailleurs, après, à Pernod Ricard, à Bouygues, à Accor, à un tas de gens de faire l'industrie du tourisme à Cuba, qui est européenne. Ça vient de sauter le 2 mai dernier. Le 2 mai dernier, le titre 3 de Helms-Burton a été remis en place par les Américains avec à la clé punition automatique sur toute entreprise française ou européenne qui irait travailler avec Cuba. Personne. Vous avez entendu quelque chose sur ce sujet? Moi, j'ai relu l'interview de Bruno Le Maire de 2 mois avant, mais curieusement, je n'ai plus rien entendu après le 2 mai. Il devait être occupé. Mais toujours est-il que l'affaire de Cuba est passée à la trappe. Et ça, c'est gravissime. Bon, comment ça se passe, le rouleau compresseur? D'abord, la créativité législative de nos amis américains est très grande. L'Amérique, pour ceux qui l'aiment, comme moi, parce que j'aime bien l'Amérique, j'aime pas les hamburgers, mais j'aime bien l'Amérique se présente comme une nation qui ne peut faire que du bien.
Et donc, comme elle peut faire que du bien, il n'y a pas de problème avec les objectifs. Comme disent les Américains, c'est Apple Pie and Motherhood. Tout le monde aime la tarte aux pommes et la patrie. Donc, on ne peut pas être pour la corruption, pour les États kleptocrates, pour les États proliférateurs, pour les terroristes. Donc, on ne peut être que contre tous ces gens-là. Et donc, vous avez toute une série de lois qui vont dans des domaines les plus divers. Donc, je parlais de la SNTF tout à l'heure, mais c'est la loi anticorruption, c'est les règles de protection des consommateurs, c'est les règles contre les États terroristes, qui vont jusqu'à la saisie des avoirs souverains des États. C'est en violation absolue avec les principes de droit international. On peut maintenant saisir les avoirs. Si vous arrivez à démontrer qu'un attentat commis aux États-Unis se fait avec la complicité directe ou indirecte d'un État, vous pouvez saisir les biens appartenant à l'État, y compris son ambassade, ce qui est quand même assez révolutionnaire dans le droit international. Vous pouvez faire une descente à la FIFA à Zurich si vous vous intéressez aux conditions d'attribution de la Coupe du Monde. Vous pouvez vous occuper des données sur le cloud, naturellement, en obligeant les entreprises à vous donner toutes les informations en matière de coopération judiciaire. J'en passe et des meilleurs. C'est vrai aussi pour les règles comptables, les règles boursières et les règles bancaires. Donc vous avez toute une gamme de choses qui fonctionnent avec ce qui a été dit précédemment, je vais très très vite, avec un lien de rattachement qui est extrêmement ténu, qui peut aller en effet jusqu'à la simple messagerie. Le fait d'utiliser une messagerie américaine suffit. Le dollar, bien sûr, un employé américain, ça suffit. Deuxièmement, un lien direct avec les services de renseignement américains, les 17 agences. Moi, quand j'ai fait cette mission avec ma collègue Berger, j'ai posé la question à l'OFAC en direct, aux Américains, à ceux qui prélèvent, qui diligentent les enquêtes et qui prélèvent les amendes. Je leur ai dit, mais vous travaillez en direct avec la CIA, la NSA? Bien sûr, bien sûr, on m'a dit, bien sûr. Et donc, oui, bien sûr. Quand j'ai posé ensuite la question à Madame Houlette, que nous avons ensuite auditionné, qui pilotait à l'époque le pôle financier, la réponse était jamais. Ou parfois sur une note blanche. Donc, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Il y a des gens qui... quand vous pensez que le bureau britannique, le Serious Fraud Office, a comme numéro 2 une Américaine qui était au FBI avant et qui faisait ce genre d'enquête, on est quand même dans un autre monde. On peut faire FBI, CIA et devenir numéro 2 du Trésor américain en charge de ce genre de choses. Dans l'espionnage américain, économique considéré comme la deuxième priorité, juste après le terrorisme. Le jour où on sera à ce niveau en France, peut-être qu'on commencera à être regardé du côté américain avec sérieux. De la même façon, dans Sapin 2, la seule chose qu'ils ont noté, les Américains, c'est l'amendement que j'avais fait pour pouvoir poursuivre les sociétés américaines. La seule chose qu'ils comprennent, c'est est-ce qu'on peut ou pas nous atteindre? Est-ce qu'on peut ou pas nous taper? Tant que vous ne faites pas ça, il ne se passe rien. Donc, le lien de rattachement, extrêmement simple. Si vous n'avez pas de lien d'attachement, vous prenez un otage. Frédéric Pierucci, c'est un magnifique exemple de la façon dont on peut obtenir les aveux d'une entreprise. L'entreprise, M. Cron considérait que ce n'était pas son affaire et que les Américains n'avaient rien à voir. Qu'est-ce qu'on me reproche? C'est une histoire d'abord avec General Electric en Indonésie, par une filiale suisse, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mes avocats me disent que j'y suis pour rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Très bien, on prend M. Pierucci, puis tout d'un coup, là, l'entreprise se met à se confesser, publiquement. Parce que la confession est publique. Et ensuite, le contrôle aussi, il est public, aux frais de l'entreprise. Là, ils font le même coup en ce moment avec les Chinois, c'est une nouveauté. Pas sûr que ça fonctionne pareil. Ils ont attrapé Madame Zhou, la fille de M. Meng, ils l'ont d'abord mise en tôle, ensuite ils l'ont mise, c'était plus confortable que Frédéric, ils l'ont mise en résidence surveillée, plus d'1 an quand même, puisqu'elle va être jugée plus d'1 an après, enfin jugée, elle va passer devant le juge canadien qui va décider ou pas de son extradition. Sauf qu'entre-temps, les Chinois, eux, ne sont pas comportés comme la France à l'égard de Pierucci. Ils ont commencé par choper 3 ou 4 Canadiens qui sont mis en prison. Et ils ont mis un embargo sur les exportations canadiennes qui ont chuté de 20% en 3 mois. Ça, c'est pour commencer. On va voir la suite des opérations.
les Américains ont noté quand même qu'il y avait un léger problème de ce côté sur Huawei, mais l'affaire Huawei est en train de devenir gigantesque, donc de dépasser le cas de la fille, mais il faudra surveiller de très près ce qui se passe dans ce domaine. Quand François Hollande avait tenté de réagir à l'affaire BNP au cours d'une conférence de presse avec Obama, parce que c'était bien avant Trump tout ça, Obama l'avait regardé de façon glaciale en lui disant « Mais Monsieur le Président, ici, la justice est indépendante. Fermez le banc. » Alors, ce qui s'est passé avec Alstom a été refait de façon spectaculaire avec Technip, dont on parle moins, mais qui est au moins aussi importante. Technip, en plus, c'est une société créée par le général de Gaulle, un fleuron de notre industrie nationale, alors complètement publique au départ. Elle gagnait énormément d'argent. Et puis, soudainement, cette entreprise a décidé de se marier avec une boîte texane 2 fois plus petite. Ça l'a pris comme ça. Et donc, l'entreprise s'est mariée avec FNC, qui perdait de l'argent au Texas. Personne n'a noté que 3 mois avant ce mariage, Technip venait d'être condamné, figurez-vous, par la justice américaine pour corruption dans 3 ou 4 cas qui concernaient le Brésil, le Ghana et la Guinée, par exemple, et que le président français de Technip, à l'époque, était résident américain. Et qu'il avait donc quelques raisons de s'inquiéter de subir le même genre de traitement que M. Perucci. Et tout d'un coup, l'entreprise est devenue texane. Et alors que ça devait être, comme dans le cas d'Alstom, un mariage entre égaux, la direction est maintenant à Houston, Texas, et l'entreprise perd de l'argent. Et ça se passe très mal. Et ça aussi, c'est un autre scandale. Que vous dire d'autre? Beaucoup de choses à vous dire. Ah oui, simplement qu'effectivement, sur la liste des entreprises, donc moi j'avais fait les comptes en 2006, on était à 26 milliards de transferts des coffres européens aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à plus de 30. La bonne nouvelle pour nos amis américains, c'est qu'ils continuent de racketter à tout va. Et aux 3 premiers mois de 2019, au moins 4 milliards de plus. Et beaucoup de Français. La Société Générale, 3,5. Personne n'en a parlé. Vous avez entendu un bout des pénalités sur la Société Générale? Marrant ça quand même. Hein. Pourtant, il y a eu 2 pénalités. L'un sur le Libor, l'autre sur une histoire de corruption aussi, à hauteur de 3,5 milliards de dollars. Comme par hasard, on annonce 1600 suppressions de postes à la Société Générale. Une banque anglaise a été taxée aussi, la Barclays, et puis Technip. Donc au total, on a 4 milliards de plus rien que pour ce début d'année 2019. Alors, quoi de neuf depuis mon rapport? De vraiment neuf? Pas de vraiment neuf, il y a que le rouleau compresseur s'élargit. On a été très longtemps en train de casser de l'industrie européenne. Maintenant, les Américains ont à peu près obtenu leurs objectifs ici en Europe, donc ils vont s'intéresser à 2 clients. Je ne parle pas des petits clients, genre Venezuela, Ouzbékistan. Il y a toute une liste de choses que vous trouverez dans mon papier. Mais il y a essentiellement 2 développements très importants, en plus de l'Iran et du JCPOA. Il y a les Russes d'un côté et les Chinois de l'autre. Alors pour les Russes, c'est de la politique. Soit on les sanctionne pour des affaires de corruption en Ouzbékistan, et là, ils payent les Russes. Une entreprise de téléphonie russe a payé quand même 850 millions de dollars pour une affaire de corruption en Ouzbékistan, avec la fille de l'ancien président Karimov. D'ailleurs, les Russes n'étaient pas seuls à payer, les Hollandais aussi, et des Suédois qui étaient associés dans la téléphonie en Ouzbékistan ont payé. Et puis surtout, il y a une offensive... alors qui est moins anti-russe qu'anti-européenne, enfin c'est un mélange. On remet le couvert sur le gaz. À l'époque de Maggie Thatcher, on avait bloqué les tentatives américaines de fermer les gazoducs de Yamal ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui en Europe de consommer 40% du gaz vient de Russie, parce qu'à l'époque on avait résisté. Là, les Américains remettent le couvert, si j'ose dire, et essayent de bloquer la construction de Nord Stream 2 avec une loi bipartisane qui est en ce moment, qui n'est pas encore votée, mais qui, elle, vise toute construction de tuyaux à moins de 30 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc ça vise très précisément Nord Stream. Tous les navires, toutes les banques,
toutes les compagnies d'assurance, toutes les entreprises qui seraient liées à cette affaire seraient interdites de travailler aux États-Unis. Alors dedans, il y a notamment Uniper et Wintershall Holding. Il y a, ça c'est pour les Allemands, Engie pour la France, OMV pour l'Autriche, Anglo-Dutch Shell. Tout le monde est ciblé pour stopper ce deal avec les Russes, avec naturellement donc le droit pour les États-Unis de décider quelle est la bonne politique énergétique pour les Européens et de suggérer en filigrane que la bonne politique, c'est d'importer du gaz liquéfié américain, qui, comme par hasard, devient disponible. Mais la dernière tendance et la plus importante, c'est la cible chinoise, parce que là, on a plusieurs développements. On a parlé tout à l'heure de l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei, mais il y a eu aussi, et c'est très important, le principal développement, c'est l'annonce en novembre 2018 par le ministère de la Justice américain d'une China Initiative qui applique directement le FCPA aux nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire que tous les deals qui seront passés par les Chinois dans le cadre des nouvelles routes de la soie seront passés au filtre de la loi américaine anticorruption. Il y a du travail entre nous. Et si vous regardez, les décisions qui sont prises chaque semaine en ce moment par la Banque mondiale, toute une série de boîtes chinoises sont en train d'être sorties des livres de référence, ce qu'on appelle debarred, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus la garantie de la Banque mondiale pour des raisons liées à la corruption. Voilà. Le dernier sujet que je voudrais évoquer avant d'en venir très très vite aux conclusions, c'est naturellement le JCPOA, c'est-à-dire l'accord conjoint sur l'Iran. Alors cette affaire est totalement fondamentale parce que non seulement on a passé 13 ans à négocier ce deal avec les Iraniens, 13 ans, que deuxièmement, nous les Français, nous avions un certain nombre de réserves. Nous jugions cet accord pas parfait, il est tout sauf parfait. Ce n'est pas un accord de dénucléarisation, puisque l'Iran conserve ses installations nucléaires, moins les affaires de plutonium. Elle accepte de baisser le niveau des centrifuges de 19 000 à 5 000, conserve une petite quantité d'uranium peu enrichi, mais ce n'est pas un accord de dénucléarisation. Ce n'est pas un accord qui arrête les missiles iraniens, ça ne touche pas les missiles. Ce n'est pas un accord dans lequel les Iraniens décident de devenir des gentils garçons et d'arrêter de supporter le Hezbollah ou le Hamas. Aucun de ces points n'est touché dans l'accord. Obama a quand même voulu signer cet accord. C'était en 2015. Arrive 3 ans après un autre président qui dit « cet accord, j'en veux pas ». C'est son droit, il peut s'en retirer. Les autres pays peuvent rester dedans. Sauf qu'il dit qu'il est interdit de travailler avec l'Iran sous peine de ne plus pouvoir travailler aux États-Unis. Et donc là, c'est l'application automatique de lois extraterritoriales américaines qui alors là, dans le cas de l'Iran, s'entrevêchent, parce qu'il y a le terrorisme, les missiles, il y a une flopée de textes qui s'appliquent à l'Iran et qui rendent inextricable toute idée de travailler avec l'Iran. Mais ce qui rend vraiment totalement impossible de travailler avec l'Iran, c'est l'amende de la BNP. C'est ce que j'appelle l'effet Hiroshima de la BNP, puisque là, les 9 milliards, ça agit comme une dissuasion absolue. À toute personne qui aura envie de travailler avec l'Iran ne peut pas travailler avec l'Iran, la pénalité est trop lourde. Et les Américains ne plaisantent pas avec le sujet. Résultat, en quelques semaines, tout le monde est sorti. En prenant les pertes, tous ceux qui avaient commencé à investir, je pense à Peugeot et à quelques autres, sont sortis. Le commerce s'est effondré, totalement effondré. Et non seulement c'est effondré, mais en plus, on a ajouté des sanctions sur le pétrole, ce qui fait que la production de pétrole iranienne, qui était de l'ordre de 2 ou 3 millions de barils le jour, est tombée quasiment à zéro depuis le mois de mai dernier. Résultat, on est dans une situation qui est extrêmement périlleuse. Cette affaire, il faut le comprendre, engage l'intérêt et sécurité de l'Europe. On peut penser ce qu'on veut de cet accord. Enfin, on a un accord dans lequel nous, les Européens et les Américains à l'époque, nous pensions qu'on n'obtiendrait pas un désarmement nucléaire de l'Iran, pas plus qu'on obtient un désarmement nucléaire de la Corée du Nord, mais par contre, si on crée une période dans laquelle on intégrait l'Iran dans la communauté internationale, au bout de quelques temps, on pouvait avoir une situation politique dans laquelle eux-mêmes arrêteraient le programme nucléaire.
C'était ça le pari de l'accord JCPOA. Ce qui a été fait avec Trump, c'est l'arrêt de cela brutal, la fermeture de tout approvisionnement possible pour l'Iran en termes d'argent, puisqu'on bloque simultanément les rentrées pétrolières. Et le résultat, c'est qu'on a une situation qui est très très proche maintenant d'une situation de clash. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui même, 4 pétroliers ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz. C'était 2. C'est 2 ? Il me semble avoir vu 2. Moi, il me semble avoir 4 avec des... Enfin, on est dans une situation qui est... il y a eu des attaques la semaine dernière, des attaques de Houthis hier contre un aéroport saoudien, et aujourd'hui l'escalade contre 2 ou 4, ça dépend des dépêches que j'ai vues. Donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Alors, conséquence de tout ça. Avant, il existait des règles, par exemple en matière de vente d'armes, qui s'appelle ITAR, qui faisait que quand vous vendiez un système d'armes français avec des équipements américains, il fallait demander l'autorisation des Américains pour exporter un système d'armes où il y avait tel ou tel composant américain. D'où la nécessité d'ailleurs d'avoir une industrie de défense aussi autonome que possible, sinon vous ne pouvez pas exporter d'armes. C'est tout l'enjeu. Il y avait ITAR. Mais avec ce qui vient de se passer au JCPOA, on est dans une situation aujourd'hui où un État prétendument souverain comme la France, s'il veut vendre des baguettes de pain, du fromage, de la téléphonie, que sais-je encore, ou des portes de cuisine, il faut qu'il aille demander à Washington la permission de l'OFAC pour le vendre à tel ou tel pays, jugé, considéré comme adversaire ou ennemi par un pays, pas par une communauté de pays, mais par un pays. Donc là, on est en train de changer de monde. Ce qui veut dire que la notion de souveraineté pour un pays comme la France aujourd'hui est un vrai sujet. Pas seulement un vrai sujet, pas dans la théorie. Et moi, je prétends qu'il est plus possible aujourd'hui d'avoir de politique étrangère souveraine si on continue à accepter ce genre de comportement de la part des États-Unis. Deuxième règle, même si on est un très gentil allié, même si on fait couler le sang de nos soldats au Mali ou en Afghanistan, même si on dépense un argent fou pour faire le G5 Sahel et je ne sais quelle autre chose tellement utile à la stabilité du Sahel, comme chacun peut le voir, même si on fait tout ça, eh ben on est quand même traité comme de la merde par les États-Unis. Donc, cette deuxième leçon mériterait aussi d'être méditée. La troisième leçon, c'est que, avec la financiarisation du capitalisme, des sociétés françaises qui sont de moins en moins françaises au niveau de leur actionnariat, des décisions qui sont prises ailleurs, des dirigeants qui sont des mercenaires, des financiers et pas des patriotes, on arrive à une situation où on ne contrôle même plus la mécanique économique. Ajoutez à cela une Europe qui, dans ses gènes, est avant tout irénique, post-nationale, pacifiste, et qui veut à tout prix éviter toute politique de puissance, et vous avez une situation où, en effet, les choses se dégradent gravement ces dernières années, où on se trouve dans une situation où il faut que nous soyons capables de réinventer ce que serait une politique de puissance. Et c'est des choses assez simples, ma foi, que le général de Gaulle jadis avait fait, dans un moment où la France aussi était faible, où l'Europe était encore plus faible. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut un minimum de politique de renseignement économique, savoir ce que font les autres. Une politique industrielle, savoir ce que la France doit conserver comme atout industriel, et pas brader. Un jour, c'est le diesel, demain, l'automobile, troisième jour, encore autre chose, qui sera considéré comme pas bien. Les trottinettes, c'est très bien. Les voitures, c'est pas bien. J'en passe, et des meilleurs. Le nucléaire, c'est plus bien du tout. Il faut faire des pales d'éoliennes qui sont faites en Chine, etc., etc. Donc, un peu de réflexion. Un peu de réflexion. Un peu d'ambition. Un peu de courage dans l'imposition de ce que c'est que la réciprocité, autre thème qui m'est cher, que j'ai essayé de porter en Europe quand j'étais aux affaires européennes. Je me souviendrai tous les jours de ma vie de ce Thalys à 7 h du matin où j'ai été porter la notion de réciprocité contre l'avis de tout le monde. Ah non, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas, en interministériel, on ne veut pas, Matignon, l'Élysée. Et pourquoi les accords OMC disent réciprocité. Ah, mais c'est que la Commission, elle ne veut pas. On l'a fait. Maintenant, on parle beaucoup de réciprocité. On ne l'a pas toujours pas obtenu.
Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faudrait pouvoir remettre sur le devant. J'ai cru comprendre qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça pendant les élections européennes, et je le regrette beaucoup. Mais enfin bon, il reste quand même cette interview de Bruno Le Maire pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin dans les semaines qui viennent, parce qu'on n'a pas quand même des décennies devant nous, hein. Ça va très très vite. Si on n'est pas capable de redresser la barre rapidement, il ne va plus rester grand-chose de nos capacités d'influence sur les Américains et demain sur les Chinois, parce que ça va très très vite, croyez-moi. Merci en tout cas de votre attention.